J'étais allongé sur le petit canapé de mon appartement nouvellement loué dans l'est d'Atlanta, une main tenant une tasse de thé chaud, l'autre posée sur mon front comme si j'essayais de me débarrasser du vertige causé par un flot de SMS. L'écran de mon téléphone clignotait sur la table basse, appel de maman, papa et même Brandon, mon frère. Les trois mêmes noms clignotaient encore et encore comme une boucle sans fin, comme si une seconde de silence supplémentaire de ma part allait faire exploser le téléphone à cause d'une simple surcharge. 6 mois. 6 mois depuis que je suis sorti de cette maison. Pas de dispute, pas de larmes, pas même le claquement dramatique d'une porte. J'ai tranquillement rangé quelques vêtements, mon ancien ordinateur portable et mon carnet de notes de finances dans un sac polochon délavé, puis je suis sorti juste au moment où le soleil se couchait derrière les bâtiments de l'autre côté de la rue. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé où j'allais. Personne n'imaginait que je ne reviendrais pas. Ils étaient habitués à Diana, la fille facile à vivre, la fille fiable, qui payait toujours les factures de service public à la rigueur. J'étais le réparateur invisible derrière chaque gâchis financier dans la famille, celui qui intervenait chaque fois que Brandon perdait un autre emploi ou que maman et papa oubliaient leur date limite de paiement pour un nouvel ensemble de meubles. Avant, je pensais que j'étais fort, que faire tout ce qui était bien, que c'était mon devoir. Mais maintenant, dans ce petit appartement juste assez grand pour moi et le silence, j'ai enfin compris. Pendant près de 10 ans, j'ai maintenu en vie un système que je n'avais jamais construit, un système dans lequel j'étais le seul à fonctionner tandis que tout le monde se contentait de flotter. Le téléphone vibra à nouveau. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était maman. J'entendais déjà le début du message dans ma tête, « Comment as-tu pu faire ça à ta famille ?» se terminant par « Si vous tenez toujours à nous, rappelez maintenant. » Je n'ai pas décroché. Je n'ai même pas pris le téléphone. J'ai simplement penché la tête en arrière, pris une profonde inspiration et senti ma poitrine s'éclaircir un peu à chaque seconde qui passait. Je m'appelle Diana Miller. J'ai 28 ans, je suis analyste financier et j'ai obtenu une bourse complète à la Georgia State University. Je croyais que si je travaillais assez dur, si je restais à l'écart des ennuis et si je gardais la tête baissée, je serais reconnu. Mais la vérité est que plus j'en faisais, moins j'importais. Et la seule fois où je me suis arrêté, une seule fois, le téléphone s'est allumé comme une alarme incendie. Incendie, Brandon, 32 ans, a abandonné ses études après 2 ans d'école d'art, a travaillé comme barista, chauffeur-livreur, puis est de nouveau au chômage. Mais c'était lui qui avait du potentiel, le rêveur, celui que maman serrait dans ses bras quand il échouait et que papa défendait comme un héros de guerre revenant de la bataille. Et moi, celui qui n'ait jamais laissé une trace de dette, qui n'ait jamais ruiné un seul plan, qui n'ait jamais rien demandé, j'ai fini par être l'ingrat. Je me souviens du jour où je suis parti. Maman regardait son émission de télévision préférée. Papa avait les yeux rivés sur la feuille de calcul de l'assurance automobile et Brandon était allongé sur le canapé avec sa console de jeu. Personne ne m'a remarqué passer avec un sac. Personne ne m'a demandé pourquoi je n'étais pas habillé pour le travail. Pas un seul, où vas-tu? Et maintenant, après 6 mois de silence, ils essaient de me joindre comme si j'étais la bouée de sauvetage qu'ils ont jetée et veulent soudainement revenir. Je jetai à nouveau un coup d'œil au téléphone, toujours en train de bourdonner. Je ne l'ai pas éteint, je l'ai juste laissé sonner. Chaque vibration était comme la preuve que je m'étais enfin libéré de la corde invisible qui m'avait attaché pendant une décennie. Et pour la première fois de ma vie, la liberté sentait comme un après-midi tranquille où chaque son n'appartient qu'à moi. J'ai commencé à travailler à 16 ans, non pas pour acheter de jolis vêtements ou sortir dans des cafés comme mes amis, mais parce que je savais que si je ne prenais pas soin de moi, personne d'autre ne le ferait. Pendant que mes camarades de classe étaient récupérés par leurs parents, j'ai roulé à vélo 4 pâtés de maison jusqu'à une pâtisserie pour essuyer les tables et nettoyer les sols, puis je suis rentré à vélo à la nuit tombée. J'ai utilisé mon premier salaire pour acheter un ordinateur d'occasion, la seule chose qui m'a aidé à suivre mes cours. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Personne ne m'a demandé si je dormais suffisamment ou si j'avais dîné. Mais lorsque Brandon a eu besoin d'un nouvel ordinateur portable, malgré son abandon, sa mère n'a eu aucun problème à ouvrir une carte de crédit et à lui acheter un tout nouveau MacBook en disant « il en a besoin pour recommencer sa vie ». J'étais habitué à cette logique inversée. Quand j'ai bien fait, c'était prévu. Quand Brandon a fait une erreur, c'est parce qu'il essayait. Brandon a 4 ans de plus que moi, mais si vous regardiez comment les choses se passaient dans notre maison, vous penseriez que j'étais le frère aîné. Il avait toujours une excuse, il se faisait toujours comprendre lorsqu'il quittait son travail de libraire parce que le patron était trop autoritaire.
Maman l'a immédiatement défendu. Personne ne peut survivre dans un environnement toxique. Lorsqu'il a égaré la voiture que papa venait de réparer, la première chose que papa a dit a été « Les accidents arrivent, mon fils ». Lorsque j'ai fait un trajet complet jusqu'à l'État de Géorgie, la seule réponse a été « Ne pourriez-vous pas choisir une école plus proche de chez vous ? Brandon pourrait avoir besoin de la voiture. » Quand j'ai été embauché par la plus grande société de conseil en investissement de la région, ma mère m'a simplement dit « C'est fini. Il nous emmènera à nos rendez-vous chez le médecin. » Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où ils ont dit qu'ils étaient fiers de moi. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais fait. Je pensais que si je continuais à travailler dur, si je continuais à faire mes preuves, ils finiraient par voir. Mais plus j'en faisais, plus je devenais un simple portefeuille ambulant. Lorsqu'ils ont voulu repeindre la maison, pourriez-vous m'aider un peu? Lorsque Brandon a voulu s'inscrire à un cours d'art en ligne, Diana, peux-tu le présenter pour l'instant, et nous réglerons plus tard? Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement de problèmes d'argent temporaires. J'ai accepté d'aider ici et là, mais, ici et là, c'est transformé en tout, des factures d'électricité aux réparations d'appareils électroménagers en passant par l'argent de l'essence pour la voiture de papa. J'ai envoyé de l'argent régulièrement. Non merci, juste plus de demandes. Ce mois-ci est un peu serré, peux-tu en ajouter un peu plus? J'ai essayé de me taire, je me suis dit que j'aidais, que la famille devait rester unie. Mais chaque fois que je rentrais à la maison après des semaines de travail, je voyais Brandon allongé sur le canapé, les pieds sur la table en train de jouer. Maman était dans la cuisine en train de préparer son plat préféré. Papa racontait la même histoire sur la façon dont mon fils a gagné un concours d'art en 5e année. Je ne suis pas sans cœur. Avant, je me souciais des plus petites choses, mais la seule chose que je ne peux plus faire, c'est vivre une vie où l'effort est invisible et où l'échec est célébré comme un triomphe. Je me souviens d'un jour où j'ai dit à maman que j'économisais pour acheter ma propre maison. Elle a dit avec désinvolture quelque chose que je n'oublierai jamais, une fille qui achète une maison toute seule? N'as-tu pas peur que les gens pensent que personne ne veut t'épouser? Je n'ai pas répondu, mais c'est à ce moment-là que j'ai su que je n'obtiendrais jamais leur approbation honnête, non pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce qu'à leurs yeux, Brandon passerait toujours en premier. Et moi? Je n'étais qu'un plan de secours quand les choses se sont effondrées. Cette vérité, aussi amère soit-elle, m'a rendu plus fort. Il y a 6 mois, quand je suis finalement sorti, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je viens de partir, comme la seule personne de la famille à avoir réalisé que si je ne me sauvais pas, je serais pour toujours celui qui tiendrait la balance dans un monde penché du côté de quelqu'un d'autre. Je me souviens que tout a commencé avec un seul message de maman tard dans la nuit alors que j'étais encore au bureau. Diana, nous venons de perdre le courant. Papa a oublié de payer la facture de ce mois-ci. Peux-tu m'aider? Je te rembourserai demain. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai envoyé 1260 $ ce soir-là, accompagné d'un SMS, la prochaine fois, rappelle à papa de payer un peu plus tôt. Bien sûr, je n'ai jamais revu un centime en retour. Puis vint la facture d'eau, la réparation de la cuisinière à gaz, les suppléments pour papa. Chacun est venu avec une raison qui semblait si raisonnable qu'il aurait été cruel de dire non. Au début, je pensais, c'est bon, je gagne pas mal d'argent. Mais cette petite aide est rapidement devenue tout. Ils ont arrêté de demander, ils ont commencé à attribuer. Cette semaine, envoyé 200 $ à Brandon. Pas de centimes. Il s'inscrit à un cours Photoshop. Ou, papa vient de subir des soins dentaires. C'était cher. Voici les informations bancaires. Je suis devenu le seul soutien de famille dans une famille de 4 personnes, 2 travaillant de temps en temps et une qui jouait toute la journée. Un mois, alors que je m'apprêtais à soumettre ma demande de prêt hypothécaire pour ma première maison, papa m'a appelé. Sa voix était inquiète mais ferme. Diana, nous sommes dans une situation difficile avec la banque. Cette maison pourrait être saisie si nous ne trouvons pas l'argent dans les prochaines semaines. Je me suis tu. Cette maison, aussi modeste soit-elle, est l'endroit où j'ai grandi, où je rêvais autrefois d'avoir mon propre bureau, avant que ce rêve ne soit remplacé par un canapé-lit pour que Brandon puisse y réinstaller temporairement. De combien as-tu besoin? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Environ 980 $ par mois pendant peut-être quelques mois, jusqu'à ce que ton père et moi nous remettions sur pied. Et j'ai accepté. Le premier transfert a eu lieu le soir même, juste après avoir annulé la caution pour l'appartement dont je rêvais.
J'ai fini par envoyer cet argent, non pas pendant quelques mois, mais pendant près de 2 ans. 2 ans. Plus de 20 000 $ envoyés au total, sans compter les autres dépenses comme l'assurance automobile, les réparations du toit ou l'anniversaire de Brandon. Ce qui m'énervait le plus, ce n'était pas l'argent, c'était la façon dont il se comportait comme si c'était normal. Non merci, personne ne m'a demandé si je pouvais me le permettre, aucune hésitation à en demander plus. Je suis lentement devenu la banque familiale sans mot à dire sur la maison même que je protégeais de la saisie. Brandon n'avait toujours pas de travail. Quand j'ai demandé directement, maman a juste dit. Faites-lui pression, ont-ils dit. Faites-moi pression, celui qui travaille 60 heures par semaine pour couvrir sa part. Et maintenant, c'est moi qui crée la pression. J'ai commencé à documenter discrètement chaque paiement, chaque date, comme si je tenais un registre des dettes pour un client qui ne rembourserait jamais. Mais je n'ai jamais eu l'intention de le récupérer, car je savais que je ne recevrais jamais un centime. Chaque fois que je pensais à couper les liens, un autre message apparaissait, le dos de papa est encore agité, peux-tu commander ces médicaments, ou le toit a coulé toute la semaine, personne n'a l'argent pour le réparer. Et je céderai encore. Je transférerai à nouveau l'argent. Je mettrai à nouveau tous mes objectifs personnels entre parenthèses. J'ai commencé à éviter mon application bancaire le matin parce que le simple fait de voir le solde faible me donnait l'impression de ne pas pouvoir respirer. Ma vie était régie par les factures des autres, par les besoins de ceux qui n'avaient jamais eu l'intention de se débrouiller seuls. Je vivais dans une location exiguë, mangeant des nouilles instantanées pendant une semaine d'affilée pour pouvoir envoyer de l'argent pour réparer une porte dans la maison que Brandon utilisait comme studio d'art d'inspiration. Puis un jour, alors que j'étais dans un dépanneur, j'ai ouvert mon portefeuille et je n'avais pas assez d'argent pour acheter un gallon de lait. C'est à ce moment-là que je l'ai vraiment ressenti, j'étais complètement vidé. Avant, je pensais qu'être fort signifiait porter tout le poids, mais en réalité, je m'enfonçais dans un marécage appelé, en espérant qu'il change. Et au moment où j'ai réalisé cela, j'ai su que je devais d'abord changer. Ce dimanche après-midi, il commença à pleuvoir. Je venais de terminer un long week-end, épuisé et ne voulant qu'une douche chaude et une couverture chaude. Mais au lieu de cela, je me suis arrêté au magasin, j'ai attrapé quelques sacs de courses et j'ai conduit près de 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents, comme je l'avais fait pendant 2 années consécutives. Je suis entré dans la cuisine, les bras chargés de sacs, du saumon, des légumes, des plats surgelés. Alors que je les déposais, maman était déjà là, non pas pour me saluer, mais pour me confronter. « Dina, nous devons parler. » Avant que je puisse expirer, elle croisa les bras, d'un ton aigu et dramatique. « Nous en avons déjà discuté. Qu'est-ce que vous envoyez tous les mois? Ce n'est plus suffisant. » Je me suis figé. « Pas assez? De quoi tu parles? » Papa entra du salon, d'une voix basse et lourde, comme s'il diffusait les nouvelles du soir. « Tu gagnes beaucoup d'argent, tu vis seul, pendant que nous luttons tous les jours. Cela ne te semble-t-il pas injuste? » J'ai regardé les 2 personnes qui m'ont élevé et je me tenais maintenant là, essayant de me convaincre que leur réconfort était mon devoir. J'ai gardé ma voix ferme. J'ai payé l'hypothèque pendant 2 ans, sans parler des services publics, des médicaments, des réparations du toit, tout ça. Et ce n'est toujours pas suffisant. Brandon, étendu sur le canapé comme d'habitude, intervint avec désinvolture. Ce n'est pas comme si tu manquais de quelque chose. Qu'y a-t-il de mal à partager un peu? Je me suis retourné pour le regarder droit dans les yeux mon frère de 32 ans, qui n'avait jamais payé une seule facture de sa vie et qui pourtant se sentait en droit de commenter ce que signifie le partage. Le partage va dans les 2 sens, Brandon, dis-je, ma voix plus froide que la pluie dehors. Tout ce que tu fais, c'est prendre. Maman a craqué. Ça suffit, Diana. Tu manques de respect. J'ai pris une profonde inspiration, la poitrine sur le point d'exploser. Je suis irrespectueux de dire la vérité? Les lèvres de maman se pressèrent contre cette ligne serrée que j'avais vue toute ma vie et le regard qu'elle lançait lorsqu'elle voulait tout contrôler par pure indignation. Si c'est un tel fardeau pour toi, dit-elle, chaque mot comme une lame. Alors tu peux sortir par cette porte et ne pas prendre la peine de revenir. Le temps s'est arrêté. Cette phrase, si seulement elle savait combien de fois elle résonnait dans mon esprit. Mais cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Personne ne m'a appelé la bonne fille ou la tranquille qui se sacrifie. Ils ne m'ont pas retenu, ils m'ont juste poussé jusqu'au bord et ont attendu de voir si j'allais sauter. J'ai laissé tomber le dernier sac d'épicerie sur la table,
je n'ai même pas pris la peine de l'ouvrir, je n'ai rien mis au réfrigérateur comme je le ferais habituellement. Très bien, dis-je, doux comme une brise, tranchant comme l'acier. Si c'est ce que tu ressens, alors je t'entends haut et fort. Je m'en vais. Je me suis retourné et je suis sorti. Mes pas étaient lourds mais certains. Personne n'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. Juste Brandon, marmonnant quelque chose derrière moi, peut-être, tellement dramatique, ou quelque chose comme ça. Je suis sorti de cette maison les mains vides, creux, mais le dos droit. La pluie trempait mes cheveux, mes vêtements, mais pour la première fois, je me sentais légère, comme si le poids que j'avais porté pendant des années n'était pas un devoir. C'étaient des chaînes, et elles étaient finalement tombées. Je ne suis pas retourné directement à mon petit appartement. Je me suis arrêté dans une station-service tranquille, j'ai ouvert mes contacts, j'ai regardé maman, papa, Brandon, puis j'ai lentement appuyé sur « bloquer ». À ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait suivre. Je ne pouvais pas imaginer le chaos qui se produirait lorsqu'ils réaliseraient que leur guichet automatique personnel était devenu silencieux, mais j'étais sûr d'une chose, cette fois, je ne reviendrai pas. Pas par fierté, mais parce que j'avais enfin appris que la gentillesse n'est pas infinie et que le sacrifice aveugle apprend seulement aux gens à s'attendre à vous par défaut. Mon nouvel appartement était au 3e étage d'un vieil immeuble de Midtown avec de la peinture blanche écaillée et des couloirs qui sentaient toujours le vieux bois, mais pour moi, c'était le paradis. Personne ne m'a réveillé à 6 heures pour fixer des rendez-vous chez le médecin. Personne n'a envoyé de SMS à minuit pour me demander si je pouvais payer la facture de gaz. Je n'avais plus à parcourir 3 comtés à toute vitesse avec des sacs de nourriture pour un dîner auquel personne ne touchait. J'ai emménagé avec seulement 2 valises et une vieille couette, mais le soulagement que j'ai ressenti était comme si je réapprenais à respirer. Chaque matin, je me levais avec mon réveil, je préparais du café, j'ouvrais la fenêtre et je laissais la lumière entrer. Aucune télé ne diffusait dans le salon. Aucune plainte de maman. Aucun père n'a de quinte de tout quand je rentre tard à la maison. J'ai passé les week-ends à lire, à acquérir de nouvelles compétences et à me promener dans le parc Piémont où je n'avais pas besoin de tenir un téléphone près de mon oreille pendant 1 heure, écoutant une autre urgence qui, d'une manière ou d'une autre, signifiait plus d'argent. J'ai coupé tous les liens financiers. Pas de transfert, pas de paiement de facture, pas de rendez-vous chez le médecin, pas de courses. Mon compte bancaire s'est lentement stabilisé et, pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à constituer des économies ou une chose simple que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Mais cette paix n'a duré que jusqu'au 3e mois. Tout a commencé par un texto de maman. Diana, ton père vient de recevoir une lettre d'avertissement de la banque. Il se passe quelque chose. Appelle-moi. Je l'ai lu, j'ai raccroché le téléphone et je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais que quelque chose n'était jamais une question de santé ou de sécurité. C'était toujours une question d'argent. Et bien sûr, quelques jours plus tard, mon père m'a appelé. Nous devons avoir une discussion sérieuse. La situation de la maison ne peut plus être reportée. Je n'ai pas décroché. Il rappelait tous les jours. Leur voix était d'abord calme, puis suppliante, puis accusatrice. Maman a envoyé un texto. Vas-tu vraiment abandonner tes parents? Brandon a laissé un message vocal. Vous devriez savoir que ce n'est pas une blague. Tout le monde est en difficulté. Je n'ai pas répondu. Les appels ne cessaient d'augmenter, de semaine en semaine, comme s'ils pensaient que s'ils appelaient suffisamment, je finirais par céder. J'ai changé mon numéro de travail, bloqué quelques contacts, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lire les longs messages ou parfois de longs paragraphes m'accusant d'être différent, sans cœur, froid. Je n'avais pas froid. Je guérissais. Puis, un lundi après-midi, alors que je quittais le bureau, mon téléphone s'est allumé. C'était Brandon. Je n'ai pas répondu, mais cette fois, sa messagerie vocale avait perdu son caractère urgent. C'était tranchant, accusateur. Que penses-tu faire? Tu es fier de toi? Tu ne peux pas quitter ta famille simplement parce que la vie semble plus facile maintenant. Si maman et papa perdent la maison, ce sera de ta faute. Je restais figé sur le parking, répétant le message 3 fois. Je ne savais pas si je devais rire ou être en colère. Après toutes ces années à sauter des repas, tous ces milliers de dollars envoyés sans merci, et ce que j'ai reçu en retour, c'était du blâme. J'ai pris mon téléphone et j'ai lentement tapé un message. J'ai couvert mon rôle et le vôtre pendant des années. Si les choses s'effondrent maintenant, il est peut-être temps que tout le monde se demande qui n'a jamais rien fait.
Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai supprimé parce que je savais qu'aucun mot ne changerait jamais la façon dont ils me voyaient. Pour eux, je n'ai jamais été une fille. Jamais une sœur. J'étais une solution. Et lorsque la solution a cessé de fonctionner, il ne leur restait plus que le blâme. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai marché sur le trottoir éclairé par une lumière dorée, me sentant un peu plus léger. Plus tard, juste après avoir quitté une réunion, j'ai vu un message de papa. Diana, pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque ce mois-ci? La banque fait pression sur nous maintenant. Je me suis figé dans le couloir de mon immeuble de bureau. Ce n'était pas un choc que j'ai ressenti, c'était un frisson, comme si quelqu'un m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. J'avais arrêté tout soutien financier il y a près de 6 mois complètement. Pas de transfert, pas de discussion sur l'argent. Et pourtant, il m'a toujours envoyé un message comme si on s'attendait simplement à ce que je continue à payer l'hypothèque. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la façon dont il a dit. Nous faisons pression maintenant. Je me suis mordu la lèvre, mes paumes ont commencé à transpirer. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, et cette fois je n'allais pas deviner. J'allais le découvrir. Ce soir-là, après avoir préparé une tasse de thé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au compte bancaire sur lequel j'envoyais mes versements hypothécaires, celui au nom de papa. Je ne l'avais jamais vérifié auparavant. J'avais toujours cru qu'une fois l'argent envoyé, il serait utilisé pour ce qu'il disait. J'étais leur fille. Pourquoi pas? J'ai parcouru l'historique des transactions des 2 dernières années. Chaque paiement que j'ai envoyé était documenté, exact et correspondant au centime près. Mais la dernière ligne a presque fait arrêter mon cœur. Le dernier versement hypothécaire de ce compte remontait à 8 mois, juste avant que j'arrête d'aider. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, espérant avoir mal lu quelque chose, mais c'était là, clairement indiqué dans l'alerte de la banque. Compte en retard, 8 mois. Solde total impayé, $6 480. Statut, risque de saisie. J'ai posé une main sur ma bouche, essayant de calmer ma propre respiration. Qu'est-ce que cela signifiait? J'avais continué à envoyer de l'argent à temps pendant encore 3 mois après ce dernier paiement, et il n'avait pas utilisé un centime. Un seul dollar pour l'hypothèque. J'ai ouvert mon application bancaire personnelle. Effectivement, près de $3000 ont été envoyés après le paiement final. Disparu. Il l'avait reçu mais ne l'utilisait pas, ne l'expliquait pas, ne disait pas un mot. Une vague de froid me parcourut le dos. Ce n'était pas seulement une déception, c'était comme une trahison, comme si quelqu'un m'avait poignardé dans le dos avec la confiance même que je leur avais accordée. Je n'ai pas appelé immédiatement. J'avais besoin de plus de preuves. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque. Cette fois, en tant que personne ayant déjà aidé à gérer les paiements de la famille, j'ai calmement expliqué ma crainte que mes parents puissent avoir des difficultés et ne me le disent pas. Après quelques vérifications, le représentant du support a confirmé que le compte n'avait pas reçu de versement hypothécaire complet depuis le début de l'année. Il fait désormais partie de collections spéciales. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le monde tournait autour de moi. Plus de doute. L'argent que j'ai envoyé ces derniers mois n'a pas été utilisé pour la maison. Alors, où est-il passé? Je ne le savais pas, mais ce n'était pas pour ça qu'il m'avait supplié. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai laissé la lumière allumée, allongé sur le canapé, regardant le plafond. Une question résonnait dans mon esprit, depuis combien de temps me mentait-il? J'ai pensé à tout ce que maman disait. Ce n'est que temporaire, chérie. Sans toi, nous mourions de faim. Ton père est tellement inquiet. S'il te plaît, aide-nous à traverser ça. Et puis je me suis souvenu du regard dans les yeux de Brandon le jour où je suis parti, pas de regret, mais de peur. Non pas parce que je partais, mais parce que la source se tarissait. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message à papa. Je viens de parler avec la banque. Ils m'ont dit que l'hypothèque était en retard de 8 mois. J'ai continué à envoyer de l'argent. Alors que s'est-il passé? Pas de réponse. Pas tout de suite. Mais 15 minutes plus tard, le téléphone sonne. Identification de l'appelant, papa. Je n'ai pas répondu. J'étais assis là, écoutant l'écho de la sonnerie, comme un fantôme d'un passé auquel je croyais aveuglément autrefois, mais qui parlait enfin de lui-même. Le 3e appel est arrivé à 22 heures. J'ai regardé l'écran, les mains froides, le cœur rempli de colère et de chagrin.
Je savais que si je ne répondais pas, il ne s'arrêterait pas. Et cette fois, j'étais prêt à écouter, mais aussi prêt à parler. J'ai appuyé sur répondre. Diana, c'est papa. Sa voix était basse et tendue. Alors je suppose que tu as découvert la banque. J'ai gardé ma voix calme. Je ne viens pas de le découvrir. Je l'ai confirmé. L'hypothèque a 8 mois de retard. J'ai continué à envoyer de l'argent. Alors, où est-il passé? Il fit une pause, puis soupira. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fait un demi-sourire amer. Ce n'est pas ce que je pense? J'ai envoyé de l'argent pour la maison. La maison n'a pas été payée. Quelle partie de cela n'est pas ce que je pense? C'est à ce moment-là que maman a attrapé le téléphone. Diana, n'ose pas parler à ton père comme ça. Cria-t-elle d'une voix aiguë, presque furieuse. Tu ne comprends pas la situation. Tout s'effondre depuis ton départ. J'ai plissé les yeux. Éloignez-vous, ou est-ce quand j'ai arrêté de payer pour que tout le monde vive confortablement? Tu ne me parles pas comme ça, a lancé ma mère. J'ai fait tout ce que je pouvais. Brandon a perdu son emploi. Le dos de ton père est en mauvais état. La maison s'effondre. Et toi, tu viens de nous tourner le dos. Non, maman, dis-je en baissant la voix. J'ai tourné le dos après que vous m'ayez tous vidé jusqu'au dernier dollar et j'ai quand même eu le culot de dire que ce n'était pas suffisant. Je ne suis pas obligé de financer vos mauvais choix répétés. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis sa voix revint, tremblante, glissant dans ses sanglots familiers et répétée. Diana, nous sommes une famille. Les familles sont censées s'entraider. Je lui ai coupé la parole pour la première fois, ne la laissant pas diriger mes émotions. L'aide a une limite, maman, et j'ai été traité comme un guichet automatique gratuit pendant des années. Pire encore, l'argent que j'ai envoyé n'a même pas été utilisé pour ce que tu réclamais. Tu m'as menti. La pause a été si longue que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis la voix de Brandon fit irruption. Vous exagérez de manière disproportionnée. Ils ont juste besoin d'un peu de temps, et vous agissez comme si le monde entier vous devait quelque chose. J'ai laissé échapper un rire. Le monde ne le fait pas, mais cette maison oui, définitivement. Tu es égoïste, siffla Brandon. Tu n'étais pas comme ça avant, répondis-je doucement, ma voix comme de la glace. Avant, j'étais juste stupide. Diana, ne parle pas comme ça, répondit mon père, le ton plus bas, épuisé. Nous avons fait une erreur, d'accord? Mais tu es tout ce que nous avons. Nous te rembourserons, je le promets. Je laisse échapper un rire sec et sans joie. Combien de fois as-tu promis ça? Encore un long silence. Vous savez, si vous n'aidez pas, nous pourrions perdre la maison, a-t-il déclaré. Nous sommes sur le point de tout perdre. J'ai resserré ma prise sur le téléphone, ma poitrine était lourde, mais mes mots étaient clairs. Alors perds-le. Ce n'est plus ma responsabilité. Diana, tu ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas m'en aller après avoir été poussé à l'extrême? Je l'ai coupé. J'ai porté cette famille pendant près d'une décennie pendant que Brandon restait assis, brûlant de l'argent et me jugeant. Et maintenant, dès que j'arrête, c'est moi qui suis sans cœur. Maman a encore pleuré. Brandon marmonna quelque chose à son oreille. Papa a commencé à plaider, mais je ne les entendais plus vraiment. Leur voix résonnait comme les fantômes d'un monde auquel je n'appartenais plus. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fini d'aider. Non pas parce que je suis cruel, mais parce que j'en ai fait plus qu'assez. Vous devez tous apprendre à vivre sans moi. C'est la seule chose que je laisse derrière moi. Et j'ai raccroché. Pas en colère, mais en paix. Après ce dernier appel téléphonique, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai laissé sur la table pendant 3 jours complets. Pas de SMS, pas d'appel, pas de menaces, pas de faux sanglots, juste le silence. Et je n'avais jamais goûté un silence aussi doux. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, je me suis préparé une tasse de café et je suis sorti sur le balcon, regardant la ville se réveiller lentement sous la douce lumière dorée du soleil. Mon appartement était petit, sans particularité, le plafond était un peu bas, le parquet craquait sous mes pas. Mais pour la première fois, j'avais l'impression qu'un endroit m'appartenait vraiment. Personne ne frappe pour demander de l'argent, personne ne me culpabilise de vivre ma propre vie. Il s'est avéré que la liberté n'était pas bruyante.
C'était calme, doux, comme ce premier souffle après avoir traversé la surface de l'eau. Mais même le silence peut devenir effrayant à la tombée de la nuit. Lorsqu'il n'y a plus de travail pour remplir mes pensées, je commence à me demander, suis-je allé trop loin? J'ai tout coupé, tout soutien, tout contact. J'ai laissé la maison que j'ai aidé à sauver au bord de la saisie. Je les ai laissés où les gens qui m'ont élevé autrefois ont navigué seuls dans le chaos. J'étais l'épine dorsale. Maintenant, c'est moi qui ai lâché prise. Étais-je trop dur? Je suis retourné à ma messagerie vocale, celle que j'avais évitée toute la semaine. Un message de maman, tu vas le regretter. Cette maison représente tout pour moi. Une de papa, nous n'avons plus d'option. Si vous n'aidez pas. Et Brandon, bref et amer, vous laissez cette famille sombrer juste à cause de votre fierté. J'ai écouté chaque mot, je n'en ai sauté aucun. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je me sentais juste fatigué. Ils ont toujours su me faire douter de moi. Pendant des années, ils m'ont attaché, non pas avec des chaînes mais avec de la culpabilité, avec des phrases comme « tu es la fierté de cette famille » ou « nous serions perdus sans toi ». Mais cette fierté n'a jamais été manifestée sous forme de gratitude. C'était juste un bouclier qu'ils brandissaient chaque fois qu'ils avaient besoin de se couvrir pour une erreur qu'ils ne voulaient pas réparer. J'ai pensé à toutes les nuits où je suis resté éveillé à faire des calculs pour les clients, pour ensuite me réveiller avec Brandon qui me grondait de ne pas vivre l'instant présent. J'ai pensé à annuler les vacances que je prévoyais chaque année parce que mes parents avaient soudainement besoin d'argent. Et j'ai pensé à l'expression de maman quand j'ai dit que j'étais épuisé. Pas d'empathie, pas de compréhension, juste de la déception, comme si j'avais trahi sa confiance. Même si j'étais le seul à ne jamais leur tourner le dos. Je suis entré dans ma chambre, je me suis assis sur le bord du lit, mes doigts traçant les bords d'une vieille couverture usée. Et la même question résonnait dans ma tête, et s'ils perdaient la maison? Et si un jour je recevais un appel me disant que mes parents n'ont nulle part où vivre? Est-ce que je me sentirais coupable? Oh, c'est moi qui les ai empêchés de s'effondrer pendant près de 10 ans. Cela ne peut pas être effacé car j'ai arrêté il y a 6 mois. Mais les gens oublient facilement, et la culpabilité n'a pas besoin de raison pour s'installer. J'ai soupiré. Peut-être que je n'étais pas la fille parfaite. Peut-être que j'étais trop ferme. Mais si je n'avais pas fixé de limite, je n'aurais plus qu'un portefeuille vide et un cœur brisé. Je ne raconte pas cette histoire pour être loué. Je n'attends pas que quelqu'un dise que j'avais raison. Je veux juste comprendre. Comprenez si quelqu'un d'autre s'est déjà senti comme moi. Si quelqu'un d'autre a reçu le poids d'une famille entière. Si quelqu'un a déjà été traité de froid juste pour avoir dit non une fois. Et si vous lisez encore ceci, je veux vraiment vous demander, ai-je fait la bonne chose? J'ai choisi de vivre pour moi, mais y a-t-il un prix que je n'ai pas encore vu? Je ne sais pas, mais j'espère que vous pourrez me donner une nouvelle perspective, un message, une parole honnête. Parce que parfois, pour avancer, j'ai juste besoin de savoir que je ne suis pas seul.